Merci beaucoup. Alors maintenant, le travail commence. Et alors, je ne sais pas si on peut présenter Denise Bombardier. Pour ceux qui n'ont jamais rien lu d'elle, on pourra dire qu'elle a une appréciation modérée des Français. C'est ce qu'on appellera l'amour vache. Non, c'est l'amour déçu. Voyez. Donc vous n'allez pas être déçus. Et de toute façon, je ne vais pas prendre sur son temps de parole, parce qu'elle a la chance d'animer une table ronde exceptionnelle et que nous lui faisons confiance pour que son amour, je l'espère, soit un tout petit peu moins déçu à la fin de cette table ronde. Denise, à vous la parole. D'abord, j'ai vu l'écran et je me suis trompée de lunettes pour ce soir parce que je trouve que j'ai l'air de Nana Mouskouri. Alors donc, j'aurais dû prendre des lunettes un peu plus discrètes, mais je verrai rien si je ne les porte pas pour le début de cette discussion. Alors, le thème de ce soir, pas de politique sans culture. On a envie de dire que c'est un gag parce qu'on sait que ça existe. Mais en fait, le cocktail politique et culture, on le sait, est un des cocktails les plus explosifs qui peut exister. Parce que les relations entre la politique et la culture sont des relations complexes, paradoxales, dangereuses et parfois formidablement épanouissante pour les créateurs comme pour ceux qui font la politique. Mais enfin, j'ai des invités qui sauront, ce soir vous allez voir, qui sauront aborder la question avec toute l'expérience qui est la leur, la sensibilité qui est la leur puisqu'ils viennent d'endroits différents, de continents différents. Et je vous les présente immédiatement. D'abord, Monsieur Éric Orsenna, qui est écrivain, membre de l'Académie française. Je cherche mon... En fait, Éric, je pourrais parler une demi-heure sur toi, mais c'est sûr. Alors donc, et que vous connaissez, et qui a été, entre autres, conseiller culturel de François Mitterrand, au moment où François Mitterrand était président de la République. Alors, ensuite, Monsieur Chetan Bhagat, qui est un auteur indien qui nous vient de l'Inde, qui est chroniqueur et conférencier. Et Monsieur Bhagat est l'auteur de romans à succès. Ces livres sont restés dans les meilleures ventes en Inde depuis leur publication et 3 ont inspiré des films à Bollywood. Le magazine Time le voit comme l'une des 100 personnes les plus influentes actuellement dans le monde. If you can join us, please. Oh, you want to stay. Et Monsieur Badar Jaffar, qui est le président directeur général de Crescent Group, dont le siège est aux Émirats arabes unis. Il est un défenseur de la diplomatie culturelle et à l'origine d'un certain nombre d'initiatives dans la musique, le théâtre et le cinéma pour promouvoir le dialogue interculturel entre le monde arabe et d'autres régions du monde. Il a d'ailleurs été honoré comme Young Global Leader par le World Economic Forum. Mr. Jaffar, can you join us, please? Alors nous allons immédiatement, là je peux enlever mes lunettes maintenant, nous allons immédiatement plonger dans le vif du sujet et je vais demander à Monsieur Orsenna d'abord, mais je dois dire à ces messieurs, you have 5 minutes at the beginning and then you can discuss and with the audience also. Alors je
Monsieur Arsenault d'ouvrir le bal. Merci Madame Bombardier, je suis très content puisque la culture, comme on sait, c'est le long terme, donc de passer par 5 minutes, ça suffira pour ce que j'ai à dire. J'ai l'impression, enfin j'ai la conviction que plus que jamais nous avons besoin de culture. Le monde est adolescent, c'est-à-dire que nous passons d'un univers à un autre univers, et quand vous avez un monde un peu stable, le besoin de culture est moindre. On l'a vu dans mon domaine, la littérature, dans les années 60, tout marchait bien, on pouvait se réfugier dans le formalisme et donc écrire des non-romans qu'on appelle le nouveau roman. Le besoin de culture est essentiel quand on est dans la métamorphose. Et en ce moment, on est en pleine métamorphose. Pourquoi ? Parce qu'on doit comprendre plus que jamais et que ces changements entraînent la violence. Et si on ne fait pas des efforts pour les comprendre, la violence est de plus en plus forte. Donc le besoin est là. Et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de trouver les lieux où se fabrique la culture aujourd'hui. Et on accueille la culture aujourd'hui. Alors, il y a cet exemple de Bilbao qui est formidable, mais je me promène énormément dans le monde et en France, et je vois que partout, les villes, comme ici à Avignon, les villes sont des lieux où on accueille la culture, parce qu'on a besoin de culture pour donner de la fierté et pour relancer l'élan. C'est vrai en France, à Metz, qui était une ville militaire, brutalement, Beaubourg arrive, 600 000 personnes, c'est vrai à Lens, pas seulement, on a vu à Marseille, un peu partout, pas seulement avec des musées, mais on a l'impression qu'il y a un lien entre la relance et la culture. Et partout, je vois une dynamique inouïe. Dynamique inouïe. J'étais à Hambourg l'autre jour, dynamique inouïe. Et un peu partout, les États centraux, sont dans une dépression complète. Comment se fait-il que la somme de ces énergies arrive par une étrange algèbre à des dépressions nationales partout? C'est peut-être, c'est sans doute, que l'État central ne fonctionne plus. Et moi, ce que j'aurais envie de poser comme question sur le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'État central qui n'a presque plus de moyens et qui fait semblant d'en avoir, donc qui fabrique de la déception, donc de la désaffection par rapport à la démocratie? Parce que, regardez, on pense qu'il a énormément d'armes, mais il ne lui reste plus que le joujou fiscal. Et la question serait peut-être bonne de se demander à quoi sert l'État aujourd'hui? Et si on va plus loin, encore plus directement, à quoi sert un ministère de la culture dans l'État aujourd'hui? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Il y a évidemment des missions qui semblent essentielles, des missions d'éducation, des missions de protection du patrimoine, des missions de déterminer les règles du jeu entre le marché et le hors-marché, entre le court terme et le long terme. Mais est-ce qu'il faut pour ça ces administrations qui ont été créées dans d'autres temps, avec d'autres budgets et pour d'autres buts? Je préside le Centre de la mer à Rochefort et nous refabriquons le bateau de Lafayette, l'Hermione. Dans une petite ville de 40 000 habitants, nous accueillons chaque année 400 000 personnes. Et je dois attendre le fonctionnaire national de la culture pour qu'il me dise que cette année, national, me dise cette année que ma subvention est passée de 6 728 € à 5 484. Donc la question que je pose encore plus directement, est-ce que les directions régionales d'action culturelle servent encore à quelque chose? Parce que je vais vous dire que le millefeuille administratif de la France, c'est pas seulement néfaste, parce que ça coûte énormément d'argent, mais c'est que plus il y a d'étages, moins on sait qui fait quoi. Donc ça ne fabrique pas des déficits, ça fabrique de la non-vision et ça fabrique une sorte d'impuissance générale. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une vision, c'est un récit. Passons maintenant à l'Europe. Passons maintenant à l'Europe. Alors là, c'est vrai que les États-nations font pitié, mais l'Europe déclenche des sentiments de colère. Je vous donne un seul exemple. Quand je pense qu'à un moment donné, on a pensé supprimer le programme d'échange Erasmus. Qu'est-ce qui serait resté de l'Europe s'il n'y avait pas ça? On aurait continué à fabriquer une double jeunesse européenne,
celle qui a les moyens de regarder le monde et celle qui n'a pas les moyens de regarder le monde. Ce qui fait que celle qui a les moyens de regarder le monde l'aime, s'intéresse, se passionne, la culture, c'est ça, l'ouverture, la générosité, l'invention. Et les autres, ils se replient et ils détestent les étrangers, quels qu'ils soient. Et ma proposition, pour finir, elle est très simple. Au lieu de supprimer Erasmus, il faudrait le multiplier par 2, par 3, par 4, premièrement, mais encore plus, pour donner de la culture aux politiques, il faudrait imposer un Erasmus aux politiques, aucun mandat national en Europe sans au moins 1 an à l'étranger. Ça changerait. Merci. Nous sommes, oui, nous sommes dans le vif du sujet, mais on va enfoncer. Vous allez enfoncer un peu le clou quand même après. Non, bon, mais j'ai plein de clous. Très bien, d'accord, très bien, j'en suis sûre. Il y a des piétas partout. Et moi, je viens d'une société, d'un pays plus métaphorique que réel, puisque c'est le Québec, où la culture ne reçoit plus de subventions comme elle en recevait avant. Et nous, si on n'a pas la culture, sans la culture et seulement avec la politique, moi je ne serais pas ici pour vous parler français, ça c'est clair. Parce que ce sont les créateurs chez nous qui ont donné le temps et qui nous ont donné l'énergie et puis qui ont aussi été capables d'exprimer le peuple. Il y a eu le général de Gaulle, lui aussi c'est un artiste, qu'à un moment donné, on l'a bien apprécié, mais ce sont d'abord nos créateurs locaux qui... Avec une pièce d'une seule phrase. C'est ça, une seule phrase, sur un balcon. Sur un balcon. Il ne chantait pas. Non, non. Mais c'était mieux que beaucoup d'airs que je connais et que j'adore. Mais une bande-son formidable qui continue encore dans vos oreilles. Il ne vous a pas déçu, vous? Non, il ne m'a jamais déçu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après les Français m'ont déçu. C'est que lui ne me décevait pas. Mais... Évidemment, que vous commenciez avec ce niveau-là, nous, finalement, on n'était rien. C'est sûr, mais enfin, ce que j'ai eu avec la France, c'est une peine d'amour. Mais comme j'en ai eu aussi avec des Québécois, disons que l'un dans l'autre, ça va, et puis on survit. Et finalement, pour épouser un Anglais, le conquérant, vous voyez ça? Alors franchement, ça, c'est nul, hein. Voilà. Franchement. Bon, mais si ça vous intéresse les râteaux, on peut vous donner un cours le soir. Mais l'anglais est ici, là. Il est là? Oui, bien sûr. Marie, ciel. En plus, spécialiste du XVIIIe siècle français. Il dit que sans la langue française, on ne se serait pas rencontrés. Vous voyez à quoi ça sert, la culture? Eh bien, ça sert à ça. Ça mène à l'amour, voilà. Alors, Mr... Vous êtes heureuse pour l'instant? Extraordinairement. Sereine. Avant, c'était l'amour plus compliqué. Alors, je voudrais maintenant... I would like Mr. Jaffar. J'invite Monsieur Jaffar. Enfin, j'ai une question pour vous, Monsieur Jaffar. Comment définissez-vous la culture aujourd'hui? Ben, vous savez, pour moi, et alors, évidemment, à propos, toutes mes excuses de devoir passer par la traduction, ça paraît peu civil, peu cultivé, justement. Non, et vos excuses sont acceptées. Pour moi, la culture, c'est surtout un peuple, des gens. Alors, évidemment, leur cuisine, leur musique, mais la façon dont les gens sont éduqués, leur langue, pas tellement pour les mots, mais pour la façon de s'exprimer. Alors, voilà, en gros, pour moi, la culture, c'est ça. Ça peut aller très loin, bien sûr. Alors, et si je peux me permettre de donner le contexte de mon point de vue sur le Moyen-Orient, pour les observateurs étrangers, on se dit que c'est... Enfin, disons que le Moyen-Orient est réduit à ces conflits sectaires, le chômage des jeunes, le droit ou l'absence de droits des femmes, etc. Et c'est dommage qu'on s'en tienne à cela parce que en même temps, on voit que l'Europe, par comparaison, pour beaucoup de gens qui n'ont même pas mis le pied en France, on aura l'impression on peut mieux connaître ce pays sans y avoir mis les pieds, parce que la France a une réelle influence culturelle sur le monde. Pareil, vous aurez par exemple des Italiens qui pourront aimer l'Italie sans y avoir mis les pieds, pas simplement parce qu'ils admirent des personnages comme Berlusconi, mais parce qu'ils aiment Pavarotti ou même la cuisine italienne, les pâtes et la pizza, par exemple. Mais donc, une région peut avoir sa réputation, la culture
précède ces pays. Et alors, ça peut être donc la cuisine, la musique, les traditions, ou même les célébrités qui peuvent représenter certaines cultures, ou encore des marques. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais enfin bon, la culture, c'est, à cause de tout cela, la forme la plus puissante de langage et de communication qui est vraiment transfrontière, enfin, qui ne s'arrête pas aux frontières. C'est beaucoup plus puissant, à mon sens, plus puissant que tout autre mouvement, que toute autre force. Et pour comprendre une société et ses valeurs, c'est par la culture qu'un étranger peut finalement comprendre un peu ce qui s'y passe et comprendre un peu même son évolution politique. Et la culture, justement, c'est le pont qui pourrait y avoir entre des sociétés qui, a priori, sont diamétralement opposés. Alors, et pour revenir donc à cette région, le Moyen et le Proche-Orient, qu'on place souvent dans un contexte négatif, et pour cause, on pense notamment, on s'imagine que le voile, par exemple, va à l'encontre des droits de la femme, enfin des clichés comme ça, des malentendus ou des télescopages malheureux, alors que le Moyen-Orient est connu pour sa cuisine, les falafels que tout le monde adore, mais c'est plus que cette cuisine. La culture orientale va au-delà des simples falafels, même s'ils sont très bons. Alors, on n'a peut-être pas toujours marqué tous les points qu'il fallait, mais je vous donnerai quelques exemples concrets, puisqu'il me reste encore quelques instants. Les Émirats Arabes Unis, d'où je viens, c'est un pays qui accueille les autres cultures, d'ailleurs, qui saura accueillir noblement l'exposition universelle de 2020. D'ailleurs, la France nous a appuyé là-dessus. Vous savez que le système juridique est inspiré par le Code civil français. Nos liens avec le Royaume-Uni sont également très présents. Mais même si le monde arabe a su accueillir des cultures étrangères, sur un plan historique et même tout récemment, nous avons eu peut-être plus de mal à exporter nos marques, notre musique, notre cinéma. Vous allez dans le monde entier, vous allez dans les grands centres du monde, les grandes métropoles comme Londres, Paris ou Shanghai, vous aurez le plus grand mal dans ces villes-là à découvrir des marques arabes. Ou si vous allez dans une boutique de disques, de musique, vous ne trouverez pas beaucoup de musique arabe ou encore de cinéma, de films arabes dans les cinémas. Et c'est en fait cette diplomatie culturelle qui peut précéder la réputation d'un pays et avoir une incidence sur l'appréciation politique du pays. Mais les diverses expressions de la culture ne risquent-elles pas d'être menacées par l'absence de certaines libertés fondamentales dans les sociétés ? L'expression culturelle, est-ce qu'elle peut être menacée ? Moi, je dirais le contraire. Au contraire, l'expression culturelle se trouve amplifiée. Pourquoi ? Parce que, et là, quelles que soient les contraintes, il peut s'agir de droits de l'homme ou autre chose, des privations de liberté, il peut y avoir des privations ou des difficultés économiques ou que sais-je. C'est quelquefois dans ces contextes-là que la culture peut s'épanouir, au contraire, et il y a beaucoup d'exemples à travers le monde. Donc, il y a peut-être une façon positive de voir ces contraintes. Monsieur Bhagat, je sais que vous aviez un petit exposé à nous faire. Bonjour, je viens d'Inde, je suis écrivain. Je voudrais vous raconter, je m'appelle Chetan, je voudrais vous parler de culture et de pouvoir puisqu'on m'y a invité. Mais malheureusement, je ne peux pas vous faire un exposé, disons, thématique, et en même temps, je suis bien obligé de parler anglais puisque nous avons quand même subi quelques 250 ans de colonialisme du Grand Empire. Alors, c'est ce qui m'en reste, la langue anglaise traduite ici en français. Alors, au départ, je travaillais chez Goldman Sachs, dans la banque d'investissement à Hong Kong avant de devenir écrivain. Et c'est par la suite que j'ai commencé à écrire des romans. Et en fait, là, ce dont je parle ici, c'est un peu plus proche de ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Parce que lorsque je me promène, j'entends dire autour de moi quel est le problème de l'Inde. Nous sommes des gens intelligents en Inde. Les Indiens sont, peut-être pas moi personnellement, mais il y a des gens très intelligents dans mon pays. Et
la langue anglaise, évidemment, nous permet d'être omniprésents dans le monde. Nous pouvons entrer dans ouvrir toutes les portes. Il y a un système juridique, un système éducatif. Et pourtant, l'Inde est pauvre et tous les économistes qui se sont intéressés à l'Inde ont dit que l'Inde a un grand potentiel, certes, mais ce potentiel n'est pas atteint. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, là c'est le seul graphique que je vais vous présenter, mais enfin, si vous comparez l'Inde et la Chine a 4 fois plus de revenus par habitant que l'Inde, et sans parler de l'Europe et des autres régions du monde. Donc, on a un problème. Alors, quel est le récit, quel est le narratif indien ? Peut-être qu'il y a, et là c'est quelque chose qu'on trouve ailleurs, le problème de l'Inde, c'est le fait d'avoir une classe politique corrompue, une mauvaise engeance politique. Et vous voyez, ce personnage, c'est le méchant dans un film de Bollywood qui représente le politicien corrompu, et comme si l'homme politique était une espèce à part qui venait gâcher la vie de l'humanité. Enfin, c'est un petit peu ce cliché qui peu à peu a remplacé la réalité. Et c'est vrai que l'Inde a souvent été divisée selon des divisions religieuses, sociales et de caste en Inde. Et souvent, lorsqu'on définit son identité, c'est en fonction de ces de ces grandes caractéristiques, ces grandes catégories, et également la dynastie, parce que on veut savoir non seulement à quelle caste l'on appartient, quelle est sa religion et quel est son rang social, mais quelle est la filière familiale, quelle est la dynastie. Alors là, ça va au-delà de souvent certaines considérations religieuses ou politiques. Alors, parlons de politique. Il y a 2 grands partis, le Congress et le BJP. Le Congress est au parti depuis près de 70 ans au pouvoir, donc ils savent comment rester au pouvoir. On peut au moins dire ça pour eux. C'est la 4e génération de la famille Gandhi. Le premier ministre était Premier ministre pendant de nombreuses années. Sa fille, le fils de sa fille et sa petite-fille a failli devenir Premier ministre, mais c'est son fils qui est devenu à sa place. Donc, on dirait plutôt une dynastie qu'un système politique avec des élections. Mais enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe, parce que les gens qui sont éduqués votent en fonction de leur appartenance justement à telle ou telle classe ou rang ou religion. Et donc c'est comme ça, par loyauté, que le Congrès a été réuni. Alors que le BJP s'intéresse davantage à une classe moyenne, moins nombreuse, et qui démographiquement a moins de chances de l'emporter. Alors on parle de scandale ici, des affaires, mais c'est de la petite bière par rapport à ce que nous avons chez nous. Nous, c'est des scandales financiers qui représentent non pas des millions de dollars, mais des milliards. Les montants impliqués font de ces scandales les 5... Enfin, ils deviennent tête de liste de Forbes des plus grandes fortunes du monde. Bon, et alors, les choses bougent, mais d'un autre côté, vous avez, en côté de ces scandales, de ces problèmes, des gens comme nous, comme moi, qui s'expriment sur les réseaux sociaux comme Facebook ou autres. Et puis, il y a effectivement, grâce à ces nouveaux réseaux sociaux, ces nouveaux modes de communication, et donc cette nouvelle forme de culture, il y a du mouvement, il y a des changements. Alors, on n'a pas exactement le printemps arabe, mais enfin, il y a eu des grands mouvements quand même en Inde, avec notamment des grandes manifestations pour mettre en place des lois anticorruption. Là, vous avez 3 hommes politiques qui ont été arrêtés pour corruption. Bon, c'est quelques hommes politiques symboliques, quelques arrestations symboliques. C'était pas des gens très importants, très utiles en tout cas à la classe politique. Donc c'était un petit peu si vous voulez, des boucs émissaires qui ont payé pour les autres. Mais enfin, quand même, il y a du changement, pas tant que ça. Il n'y a pas de loi, toujours anticorruption. Il était question de distribuer ou vendre des téléphones mobiles qui coûtent des millions de dollars. Bon, l'idée de distribuer à gauche et à droite des cadeaux pour acheter les gens, bon, c'est pas de la blague à propos. Il est vraiment question de faire cela. Enfin, c'est ça le niveau de la politique. On achète les gens au plus bas niveau. Mais
on ne peut pas rester comme ça. Ce genre de culture doit changer en Inde. Et ce qui dit changement de culture dit changement de mode d'élection, ou en tout cas des choix politiques, des choix de politique et de vrais changements dans le pays. Parce que si on ne bouge pas, évidemment, si le premier pas n'est pas fait, les autres ne seront pas faits non plus. Et moi, je sais que lorsque j'ai pu m'exprimer sur la scène indienne, j'ai pu dire le problème de l'Inde, c'est pas la classe politique, c'est l'Inde et sa culture. Alors évidemment, ça n'est pas très positif, les gens n'aiment pas entendre ça, mais il faut battre notre propre couple. Et c'est une espèce de grande psychothérapie au niveau national qui devrait être mise en place. Alors évidemment, vous avez des artistes qui ont pu faire des numéros à ce sujet pour essayer d'en parler, mais ça ne fait pas bouger les choses. Qu'est-ce qu'il y a en fait en Inde? Peut-être que c'est le résultat des 250 ans de colonialisme britannique. Nous restons serviles, je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est le système d'éducation, le système de caste? Enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'on ne bouge pas. Il y a cette tendance chez nous à accepter les ordres, à obéir plutôt qu'à diriger. Il y a également une certaine façon de rester complètement indifférent à l'injustice. On voit la pauvreté partout, la richesse juste à côté. On s'y habitue, on s'y fait. Et finalement, quelqu'un a fait ce dessin très, très évocateur. Voilà, c'est une illustration, un dessin qui a été fait en direct. Et puis, la façon dont on polarise la société. Alors, je sais que vous avez chacun vos petites préférences de chapelle, qui vient d'Avignon, qui vient de Paris, qui vient de Marseille. Vous avez peut-être vos fiertés locales, mais enfin, pas au point à ce qu'on a en Inde, ou alors c'est avant, enfin, je veux dire, pendant la colonie et surtout après, on a un pays extrêmement divisé. Alors là, c'est des œuvres que j'ai écrites. La raison pour laquelle j'en parle, c'est pour vraiment parler des trois grands problèmes. La servilité, vous avez trois gamins qui essayent de se révolter. L'indifférence à l'injustice sur la révolution 2020, et puis un film sur les conflits religieux en Inde entre les musulmans et les hindous. Alors, ces trois ouvrages qui s'intéressent à ça, c'est pas pour faire la pub pour mes livres, mais enfin, le message, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème qui se trouve au niveau de la société dans son ensemble, et si la société ne bouge pas, c'est pas en haut, au niveau de la classe politique, que les choses bougeront. Alors, vous allez me dire, est-ce que ces prescriptions pourront avoir des résultats? Je ne sais pas. Enfin, vous êtes patient de m'écouter, en tout cas. Mais une des propositions du parti Congrès était d'interdire les sondages d'opinion parce que les sondages n'auraient été pas favorables. Moi, je dirais... Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas censurer ou interdire les opinions ou interdire les sondages? C'est ce que j'avais dit à titre facétieux. Mais là, le chef de l'opposition a repris mon blog où je répondais à cela. Alors, on a du mal à lire, mais même dans l'humour noir, a dit ce chef de l'opposition, il y a une part de vérité. Et là, vous avez donc au niveau de nos dirigeants, des gens qui écoutent et répondent à la culture populaire, en tout cas à la voix populaire qui peut s'exprimer à travers ces réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être une faire de bouger. Si les hommes politiques sentent que les choses vont bouger, ils vont bouger. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de changement sans politique, mais il n'y a pas de politique sans culture. Je vous remercie. Et maintenant... Alors, je vois que vous n'avez, avec votre sourire, vous n'avez pas l'air découragé du tout. Oui, découragé comment? Je serais découragé à cause de la politique. Bon, il faut dire que quelquefois, c'est décourageant de voir ce qui se passe, surtout lorsque on a essayé, lorsqu'on a découvert un monde beaucoup plus évolué comme Hong Kong, et on retourne en Inde et on est vraiment au Moyen-Âge de l'économie politique. Alors, on a cette règle des 7%, c'est-à-dire que on ne dit rien à un homme politique, on ne va pas contester un homme politique qui exige une commission de 7% sur toutes les transactions. Par contre, 37%, ça passe pas. Bon, alors, je dois dire que ce qui se passe en Inde, hein, ces émanations du peuple, c'est ça m'amuse. Et c'est un moment... il fait bon être artiste en Inde en ce moment à cause de cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnages
qui étaient, disons, des célébrités, qui sont devenues des voix qu'on écoute. Parce que qu'est-ce qui se passe si un homme politique ne fait pas ce qu'il est censé faire? Eh bien, les gens commencent à s'en émouvoir. Les artistes et les créateurs français étaient plus vigilants et moins complaisants. Est-ce que les politiciens seraient plus ébranlés? Eh bien, je ne sais pas s'ils sont vigilants, mais je voudrais dire deux, trois mots sur ce que vous venez de dire. D'abord, ce qui est intéressant, c'est un nouveau métier qui s'ouvre, des emplois pour les jeunes, c'est-à-dire la psychothérapie des peuples. Parce que vous avez un petit boulot. Donc on imagine avec le milliard d'Indiens, le nombre de divans qu'il faut pour qu'ils aillent en psychanalyse. Ça fait un travail en même temps, ça permet de fabriquer des divans. Nous, c'est vrai qu'on aura une double thérapie nécessaire pour apprendre à notre principal dirigeant de décider et à tout son peuple de se remettre en cause. Donc ça a aussi une psychothérapie qui sera assez intéressante. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est la question de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une vraie culture. Et donc, je me souviens d'avoir posé la question à un ministre chinois s'il ne craignait pas la concurrence des Indiens. Et il me disait, l'Inde, c'est trop compliqué. Et de toute façon, ils perdent beaucoup trop d'énergie à essayer de bâtir la démocratie, qui est déjà si compliquée ailleurs. Mais alors en Inde, ça prendra 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, on est tranquille. Donc il y a une question là de la démocratie. Et comme la démocratie est une sorte de bien extraordinairement fragile, qu'il faut remettre en cause sans arrêt, la question est posée. Allons plus loin dans la question de corruption. C'est un point important parce que si vous prenez un des moments clés de la croissance de la France, personne n'était plus corrompu que Colbert. Colbert confondait, c'était l'époque, mais confondait tout à fait sa cassette privée, la cassette de l'État, le népotisme, tout ce qu'on voulait. Mais c'était d'une certaine manière de l'épargne forcée, puisque ça restait dans le pays. Alors que si c'est dans d'autres pays comme les pays africains, où ce qu'ils ont piqué dans leur pays vient s'installer en Europe. Donc c'est complètement différent. Ce que je veux dire, c'est que ces mécanismes de la confiance sont extraordinairement compliqués et il faut un déclic. Il faut un déclic. Et là, ça peut être un écrivain ou quelques écrivains, ou ça peut être un moment donné où il y a une certaine croissance. Je suis passionné et terrifié par la situation dans le Sahel, sur lequel je travaille. Et le Mali et le Niger sont les deux seuls pays du monde où il n'y a pas de transition démographique, où il y a 6,6 à 6,7 enfants par femme. Or, il y a d'autres pays qui ont réussi assez rapidement à avoir une baisse assez rapide de la démographie. Et il y a l'exemple de l'Iran qui est très intéressant. Et pourquoi ça s'est passé? C'est qu'il y a eu un moment, avant les sanctions, tout ça, où il y a eu un début de croissance économique, de vrai développement. Donc, dans la tête des familles, même des hommes continuant à dominer les femmes, ils se sont dit peut-être vaut-il mieux jouer sur la qualité des enfants plutôt sur la quantité. Et finalement, on se sentira mieux si on fait moins d'enfants, mieux éduqués, parce qu'ils vont bénéficier de cette possibilité. Donc, dès qu'il y a une possibilité, une ouverture, à ce moment-là, la culture change. Et même dans des situations où les femmes sont complètement écrasées, brutalement, on dit « Ah, eh ben, évidemment, voilà, là, une sorte de respect monte. » Donc, vous avez un tissage extrêmement compliqué entre l'économie, la culture, la démocratie, la démographie, et ce tissage-là est extrêmement différent selon les pays. C'est pour ça que quand on est écrivain comme nous et qu'on essaye de voir la réalité, il y a une nécessité absolue aujourd'hui d'avoir une culture générale, la plus générale possible, parce que le monde aujourd'hui est religieux au sens étymologique, c'est-à-dire sans transcendance, mais relié, premièrement, mais faire la chasse, comme au bal-trap, aux idées générales, parce que ce qui va dans une région ne va pas dans une autre région. Donc cette articulation entre culture générale et jamais d'idées générales, parce qu'il n'y a pas de recette. Yes, Mr. Jaffar. Monsieur Jaffar, j'abonde dans le sens de Monsieur Orsena. Et d'ailleurs, la crise que nous connaissons au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, vient justement du fait qu'on a tendance
à présenter les choses comme enfin, une seule recette pour tout le monde. Les campagnes de démocratie qui ont échoué, malheureusement, l'échec est dû, et moi je le reconnais en tant qu'homme d'affaires, c'est que les choses auraient mieux marché si on disait, voilà, parlons pas de démocratie, parlons de l'état de droit. Parce que quand vous avez des économies qui sont basées sur la religion, dans une certaine mesure au Moyen-Orient ou en Inde, passer du jour au lendemain à un système de droit est déjà plus faisable. Vous avez trop d'argent, c'est peut-être ça le problème. Ça, c'est un autre cliché. On se dit que le monde arabe est très riche, mais croyez-moi, il y a beaucoup de pauvres dans le monde arabe aussi. Mais pour revenir à cette histoire d'état de droit, et d'abord qu'il y a un système de droit qui, plutôt qu'un système religieux, on a évidemment une bombe à retardement démographique dans le monde arabe. C'est le plus fort chômage des jeunes du monde entier, et c'est là la grosse bombe qui va exploser à la face de la planète. Et c'est l'avenir de la planète entière qui est en jeu. C'est pas simplement la région, encore une fois, c'est l'incidence que cela aura sur le reste du monde. Et avec, justement, qui dit chômage, dit montée des extrémismes et autres. Mais pour revenir à cette histoire de corruption, j'ai essayé dans mes systèmes de comprendre ce qu'étaient les impératifs économiques qui permettraient, qui amèneraient les gouvernements à mettre en place les meilleures pratiques, notamment à lutter contre la corruption. Et c'est un changement culturel qui est nécessaire pour que les choses bougent. Mais avant de pouvoir se faire, avant de régler un problème, il faut le définir, il faut le poser le problème, il faut le comprendre. Et nous avons mené pas mal d'études autour de cela. La notion même de corruption varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et c'est pas une différence d'appréciation Orient-Occident ou autre. Par exemple, aux États-Unis, on va vous dire que les sommes levées pendant les campagnes présidentielles sont considérées comme une forme de corruption, des choses illégales qui auraient été passibles de peine de prison en France ou en Europe, alors qu'aux États-Unis ça passait. Donc c'est même pas un concept occidental plutôt qu'oriental ou est-ouest ou nord-sud. C'est quelque chose qui est très très local, et les solutions doivent être également locales. Et ça on ne le fait pas suffisamment. On s'est souvent posé la question pourquoi l'Afrique a mis tant de temps à se développer. Et il y a une des explications qui me semble assez pertinente. C'est que quand vous êtes africain, disons l'Ouest africain que je connais bien, et que vous avez un succès d'entreprise où vous êtes nommé ministre. À peine avez-vous eu ce succès que vous êtes envahi par une famille au sens africain, c'est-à-dire 300 personnes. Et donc, ou vous donnez de l'argent à la famille, qui considère que vous avez eu un succès, et à ce moment-là, vous restez dans la communauté, ou vous ne donnez pas, et vous êtes rejeté de la communauté, et être seul dans ce genre de communauté est pire que être mort. Donc, est pire que être considéré comme malhonnête. Ça veut dire quoi? Malhonnête pour donner à sa famille, c'est contradictoire. Donc, il y a une sorte de préférence pour la famille plutôt que pour la communauté. Il y a le préférence pour le court terme par rapport à l'investissement. C'est l'inverse de Max Weber. C'est l'inverse de l'éthique protestante. Donc, on a un mécanisme là qui est assez intéressant. C'est que nous, on n'a pas assez de liens, mais dans d'autres régions du monde, il y a trop de liens. Alors, la balance entre les deux est extraordinairement compliquée, encore une fois. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et sur le premier point, d'ailleurs, et là, on trouve le même problème en Chine ou en Inde. On dit que la démocratie entraîne un gros poids, entraîne un gros prix. Alors, en France, en Europe, on a à se dire, ben non, il faut jamais faire de compromis là-dessus, la démocratie avant tout. Par exemple, en Chine, on ne peut pas avoir accès à Facebook, enfin des choses qui nous paraissent fondamentales. La publication de sondages d'opinion, les tweets, tout ça, c'est partie intégrante de la démocratie. C'est quelque chose qui paraît essentiel. Mais ça suppose que les gens soient instruits, qui sachent se servir de tout cela. Mais pour autant, on ne va jamais renoncer à la démocratie. Alors,
c'est vrai que dans certains cas, vous pourrez avoir un dictateur éclairé, bienveillant, qui fera bien son travail. Et ça peut exister. Moi, je n'ai pas d'objection à ce que mes enfants puissent se servir de Facebook plutôt qu'au prix de cette démocratie, ma richesse augmente. Je crois que la perte de ces libertés ralentit peut-être la société économiquement, mais à terme, je crois que nous nous rattraperons et qu'il y aura peut-être même plus d'activités, de prospérité en Inde qu'en Chine à long terme, mais les choses ne peuvent se faire qu'au prix, par contre, de meilleures politiques, de meilleures lois. Et je crois que c'est vraiment là le point de départ. D'ailleurs, on était d'accord là-dessus. Et c'est là que la culture peut jouer un rôle pour lutter contre la corruption. On avait vu que d'une certaine façon, une certaine forme de culture peut lutter contre la corruption avec les réseaux sociaux. Et une telle évolution peut exister en Inde. Le problème de l'Inde, c'est que vous allez avoir des gens qui préconisent une économie ouverte et qui disent, voilà, il suffit de claquer des doigts pour que les choses se fassent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà que chacun soit convaincu que les lendemains seront meilleurs si l'on accepte, si l'on consent l'effort, que si l'on consent l'effort au changement. Mais ça, c'est un travail de fond. Souvent, on parle aux gens, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment. Et tant que les gens ne veulent pas quelque chose, ça ne se produira pas. Qui est que ce pays qui est un pays de culture, qui qui a été porté par la culture et par la littérature. Comment il se fait, par exemple, que maintenant, par exemple, sur le budget de la culture, le budget est moins important qu'il ne l'était avant, par un gouvernement, par ailleurs, qui prétend défendre la culture. C'est la même chose au Québec avec le gouvernement du Parti québécois. Le budget global du ministère de la Culture est en baisse. J'ai parlé au ministre la semaine dernière parce que je voulais vérifier les chiffres. Il m'a dit, mais non, c'est que j'ai pas eu d'augmentation. Mais quand on n'a pas d'augmentation par les temps qui courent, c'est qu'il n'y a pas eu un sou d'augmentation, donc il est en baisse, forcément. Mais vous avez le même problème. Oui, sauf que ce que je vous disais précédemment, est-ce que on ne pourrait pas redéfinir le rôle du ministère de la Culture? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le ministère de la Culture d'il y a 50 ans. Alors que les questions sont différentes, alors que la création de la culture est différente, il y a l'explosion du net, il y a le numérique, il y a tous ces domaines-là. Pourquoi revenir sans arrêt sur une structure? Ce qui me frappe énormément en France, c'est que souvent nous avons tendance à considérer que ce que nous avons vécu dans des temps très anciens continue et va continuer pour toujours. Nous avons un sentiment complètement d'éternité. Et j'imagine qu'un ou une ministre de la Culture qui dirait « bon, on met tout à plat », pas seulement fiscal, et ça serait plus intéressant que la mise à plat fiscale. Mais on remet à plat, disant, voilà mes fonctions, pour faire ces fonctions, j'ai besoin de temps. Quelque chose me dit qu'il défendrait mieux, ou elle défendrait mieux son budget vis-à-vis du ministère de Bercy. Comprenez? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est une vraie question, vous avez ou non un chef d'État de qui tout dépend, étant donné nos institutions, qui pense que la culture est importante ou non. Il y en a qui pensent que oui, et il y en a qui pensent que non. Et moi, j'ai eu la chance d'être le conseiller de François Mitterrand, qui vraiment pensait que pour changer la vie de manière générale, il fallait redonner cet élan, il fallait de la commande publique. Alors, c'était des moments où on pouvait le faire. Mais quand même, donc, c'est des situations différentes. Ce qui pose aussi une question très intéressante, c'est que on a dit à un certain moment que François Mitterrand était trop cultivé, notamment en histoire, et comme ça, il était trop attaché à l'histoire de la Serbie, et au moment de l'explosion de la Yougoslavie, il a été comme enquisté par sa trop grande culture, très bien. Mais on peut peut-être penser qu'aujourd'hui, notre président n'est pas assez cultivé non plus, et que s'il y a un manque de récit, un récit, c'est de la culture. Un récit, c'est aussi de l'histoire. Un récit, c'est une histoire. Je pense qu'une nation n'est pas une somme de solutions techniques. Voilà. C'est une question d'algèbre, c'est au-delà. Il y a quelque chose de plus, il y a une vision. Et vous vous battez. Quand vous avez une vision, vous êtes prêt à avoir des sacrifices, des abandons de ce genre. Mais si vous ne savez pas où vous allez, et comme en plus, quand vous allez dans un sens et puis dans un autre, évidemment que là, vous ne savez plus. Donc, c'est plus seulement le budget de la culture. Est-ce que, si on avait dit, on peut encore le dire,
que la France était une sorte de grand Bilbao. Et que, allez, on va se remettre, tous les énergies, on va aller ensemble et on va regarder un peu. Mais qui est les économies, je veux bien, mais pourquoi? Pourquoi? Pour pousser comme ça un monde ancien qui a besoin d'une formidable remise en cause, alors qu'il y a tous les atouts. Mais quand on se balade un peu partout dans le monde, on revient. Mais vous savez que le pied droit vous démange encore plus que si vous étiez un footballeur. Vous avez envie de botter le cul de beaucoup de Français quand même. Yes, you want to say something? Yes, on that point, because J'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que si vous me dites qui détient les clés de la culture dans le monde arabe, en particulier dans la région du Golfe, qui est devenu le centre de gravité de la région, c'est évidemment le pouvoir, c'est le gouvernement qui a pris les rênes de la culture. Et c'est d'ailleurs un risque à mes yeux. Pourquoi? Parce que ce genre de situation ne peut pas tenir la route, pas sur le long terme. Et c'est là qu'au contraire, c'est le secteur privé qui a un rôle à jouer et qui peut pas simplement être ce qu'on appelle une entreprise sociale, mais être vraiment un acteur de la révolution, d'une révolution culturelle, entre guillemets. Les États-Unis, il n'y a pas de ministre de la culture, de secrétariat d'État de la culture aux États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis pour autant, ont eu des difficultés à exporter leur culture, leur musique, leur cinéma est partout. Et ils n'ont pas eu besoin de ministre de la culture pour ça. L'industrie de la mode marche très bien. La cuisine, entre guillemets, américaine est également largement exportée de par le monde chez McDonald's. Alors, quand le gouvernement est trop puissant, ça peut être un danger. Et justement, ça veut dire que lorsqu'on traverse des périodes d'austérité comme en Europe, c'est la première chose qui passe à l'as, c'est le budget de la culture. Alors, venant de ma région du monde, et je sais que c'est un peu un cliché, mais quand même, il faut qu'il y ait un engagement pas seulement du secteur public, mais de la société, même menée par le secteur privé. Hein. C'est le secteur public qui doit favoriser l'action du secteur privé dans l'intérêt du peuple. Moi, je crois que c'est ça. Oui, mais alors, et quel serait alors le rôle du secteur privé, cher ami, dans le domaine de la culture? Quel est le rôle, d'ailleurs, dans votre pays? Alors, les vecteurs de la culture dans notre pays ne se rendent pas encore compte du pouvoir qu'ils détiennent. Hein, ce sont un peu comme des divertisseurs, des gens du spectacle. Je vais vous donner un exemple. Bono aux États-Unis ou George Clooney, ils font connaître leur position politique. Bah ça n'existe pas en Inde. On a peur des représailles. Hein, et quand on est pour peu ou prou célèbres, les stars de cinéma, ils ne disent pas un mot. Les réalisateurs de films, les cinéastes, sont des gens très discrets sur ce plan-là. Ils restent dans la sphère privée. Et la culture n'a pas si vous voulez, ce pied dans le monde de la politique et de la position. C'est parce que peut-être ce monde-là ne se rend pas compte de la puissance qu'il détient. Hein. C'était des gens du spectacle, c'était des gens qui étaient là pour divertir le peuple et qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être la voix du peuple, en tout cas, avoir une voix. Alors je n'ai peut-être pas apprécié tout le dessin qui est passé à l'écran, mais le secteur privé a peur. A peur de quoi? A peur de la politique. En Inde, on a peur de son ombre. Oui, c'est parce il y a la corruption qui justement fausse les rapports entre la politique et le secteur privé. Voilà. Et alors vous avez une liberté de la presse, des choses comme ça, c'est vrai. Mais en même temps, les entreprises ont simplement peur de représailles s'ils commencent à dire du mal du gouvernement. C'est très facile de tomber à bras raccourcis. Enfin, l'État peut causer beaucoup de tort à une entreprise. Et donc les gens ont peur de se jeter à l'eau, de se mouiller. Et ce qui fait que alors que ce secteur privé a un rôle à jouer, il se dit non, comment gagner de l'argent, point final. Alors peut-être quand une prise de conscience se fera, que le secteur privé, qu'il soit dans le monde de la culture, la culture privée, également, se rendra compte de son pouvoir, alors elle pourra faire bouger les choses. Bien plus que ce qui se passe en Chine, et beaucoup plus rapidement. Mais regardez, en Chine, comment fait-on bouger les choses en Chine? C'est pas évident. Alors évidemment, il y a une forte croissance économique, mais personne n'osera lever le petit doigt pour se plaindre là-bas. Je pense qu'il y a vraiment des missions d'ordre public dans la culture, évidemment, et que le privé ne peut pas régler. Il y a la règle du jeu, les règles du jeu à définir entre le marché et le hors-marché. La culture, il n'y a pas que du marché qui doit décider, premièrement. Donc ça, c'est clé. Il y a la question notamment des droits d'auteur. Il y a le rapport de Pierre Lescure, qui est absolument clé. D'ailleurs, on se demande ce qui devient.
Ça serait intéressant de savoir. Ben, pas grand-chose. Donc, on est ministre, on commande un rapport, et puis on ne tire pas les conclusions du rapport. Donc, c'est 2 fois. 1, on repousse, et 2, on n'applique pas. Donc, c'est un peu gênant. Donc, il y a la question des règles du jeu. Il y a la question de l'État qui doit être garant du long terme. Du long terme. C'est-à-dire, notamment, l'État doit être le maître des horloges. Or, parce que le marché, par définition, poussé par le souci légitime de rentabilité, est dans le très court terme. Or, on s'aperçoit qu'on a là un État qui cavale sans arrêt dans un sens, dans un autre, et au lieu d'être le maître des horloges, il est une sorte de frénésie du court terme, plus en otage que les autres. Bon, il y a évidemment la fonction de protection du patrimoine. Quand on est un vieux pays, il y a la fonction de l'éducation. Donc tout ça, c'est des vraies fonctions, mais qui, m'en semble-t-il, il faut vraiment définir et leur donner les moyens ad hoc. Et puis il y a un autre point qui me semble très frappant quand même, c'est que dans tous les secteurs, et notamment dans les secteurs privés, vous avez une obligation d'évaluer. Et dans la sphère publique en France, vous avez des règles qu'il ne faut pas transgresser, les règles budgétaires, mais très souvent, vous n'évaluez pas. Et alors, il y a une originalité française très particulière. Quand vous avez un système qui ne va pas, tout le monde le sait, vous ne l'évaluez pas, vous continuez ce système et vous engueulez les autres qui ont un système plus efficace que vous. Que vous vouliez ajouter? J'ai beaucoup de choses à ajouter, mais allez-y, je vous en prie. J'ai tendance à être d'accord avec ce que dit Éric. Par rapport au lien entre, disons, l'industrie du spectacle et la politique, je vous rejoins. Mais enfin, les modes d'action est très varié. Le simple fait de raconter une histoire, raconter l'histoire de sa propre culture, telle que celle de l'Inde, mais également celle du monde arabe dans une certaine mesure, il y a des discours très porteurs et qui restent très actuels. Moi, je me rappelle avoir travaillé dans une maison de production cinématographique et on s'est intéressé à toutes les versions des Mille et une nuits et on voit que les thèmes des Mille et une nuits primo sont très divers et d'autrement très actuels. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires très humaines et l'homme n'a pas beaucoup changé. Le contexte, certes, a changé, mais l'homme, au fond, n'a pas vraiment changé. Alors, voilà, c'est une façon très historique. On a même se servir de la culture traditionnelle pour faire bouger l'actualité. Alors, certes, c'est vrai que les sociétés ont souffert, les sociétés ou les entreprises qui voient à très court terme ont quelquefois eu du mal à survivre, mais c'est pour ça que j'ai ce concept d'entreprise sociale, c'est-à-dire que sauf à vivre dans un casino, on ne peut pas fonctionner sur une base de court terme permanent. Et la condition d'un succès sur la durée, c'est de veiller à ce qu'il ne faut pas s'intéresser que aux résultats économiques, mais également l'aspect social et l'aspect environnemental. Hein, ça, ce sont les 3 piliers à respecter, les 3, en quelque sorte, les 3 indicateurs clés qui sont ceux qui devraient diriger également l'action, pas simplement économique, mais politique. Monsieur Bagat, à vous entendre, on vous entend parler librement, vous venez dire exactement ce que vous voulez dire, vous parlez complètement librement, vous n'êtes pas politiquement correct, donc vous êtes finalement ce que la démocratie indienne fait de mieux. Et dans votre pays, on peut, vous en êtes l'exemple même, on peut être libre, on peut être démocrate. Ah oui, et je ne suis pas le seul. Je sais bien, non, il y a toute une génération qui sont nés avec les médias, les réseaux sociaux, qui sont nés avec les nouvelles technologies, qui en connaissent le pouvoir et qui l'utilisent. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. On ne se sent pas tellement isolé. Nous sentons qu'il y a toute une génération avec nous. Maintenant, et là c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais un grand aspect de la culture, c'est la religion islamique, hein, et le poids de l'islam est incontestable et justement ça pose problème à l'art, aux artistes. Il y a même eu des cas des cas extrêmes où l'art a été menacé par l'islam. Même là où on parle de toute petite réforme religieuse, parce que toute religion peut être interprétée de mille et une façons, dès qu'on parle d'islam un peu libéralisé, ça a fait
ça a tourné court. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités d'évolution? Enfin, on parle d'un mouvement islamique libéral ou libéralisant. Est-ce que vous pensez qu'un tel mouvement pourrait se démarrer? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vrai que la religion... disons qu'il y a une religion symbiotique entre la foi, entre la confession et la culture. Et là, c'est vrai partout dans le monde. Alors, il y a des risques d'erreurs d'interprétation, je l'ai dit au départ. Lorsque les cultures sont un petit peu identifiées à une forme de répression, chez nous, le hijab, dans mon pays, les femmes portent le voile. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas religion. C'est pas c'est pas la ferveur religieuse. C'est la mode vestimentaire. Les Indiens, les Saoudiens portent certaines coutumes vestimentaires qui sont purement culturelles. Or, au lieu d'y voir simplement une habitude, une tradition culturelle régionale, on y voit une forme d'oppression religieuse, et là, tous les télescopages sont permis. Mais nous sommes peut-être les responsables de cette confusion. Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à faire comprendre ce distinguo, faire connaître cette... je ne sais pas, il y aurait d'autres façons de faire connaître notre culture, par le cinéma, par la littérature, même par la cuisine, que sais-je. Donc, s'il y a un échec, ce télescopage, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Éric ? Sur l'affaire de la foi, il y a évidemment la croyance, un Dieu supérieur, etc. Bon, très bien, mais il y a un autre élément qui est la confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est la foi en commun sans référence obligée à un être supérieur. Et on parlait de la fierté. J'ai réfléchi à l'origine du mot fierté. Alors c'est intéressant parce que ça vient du latin ferus et il y a un élément de sauvagerie. C'est-à-dire la fierté, c'est quelque chose pas tranquille. On est fier et on a envie de se dépasser. Il y a une sorte de la férocité un peu là-dedans. Il y a une sorte on disait la niaque ou quelque chose comme ça. Et donc c'est ça que donne. C'est-à-dire quand on voit une ville qui est fière d'elle-même, je reviens à la notion de ville, qui est fière d'elle-même, mais les gens, ils se dépassent. J'ai participé à un travail sur les 2 dernières années de la construction de l'Airbus A380. Tous les compagnons du plus bas jusqu'au plus haut étaient persuadés de faire le meilleur avion du monde. Ils étaient au-delà d'eux-mêmes. Et la sensation dépressive qu'on a, soit d'une personne, soit d'une nation, c'est de se croire moins qu'on est. La fierté, c'est exactement l'inverse. Donc, un des éléments de la culture, c'est de passer de la dépression à la fierté. Et donc, c'est pour ça que je repasse à la question de la ville, parce que peut-être que les États sont trop loin et pas assez unis, j'en sais rien, mais il y a une question d'espace. Est-ce que le bon espace, c'est pas les métropoles, avec une très grande question posée un peu partout, c'est-à-dire une nation n'est pas une somme de Singapour. Et on voit ça en France, où vous avez des métropoles qui se construisent, je ne sais pas, ici bien sûr, mais un peu partout. Et puis vous avez des villes de 30, 40, 50 000 habitants qui essayent de tisser des réseaux, mais on ne sait pas ce qu'elles vont donner par rapport à ces métropoles qui on va attirer les meilleurs, qui vont redonner un peu d'argent, mais quel rôle ça aura? Donc vous voyez, la question de l'espace est absolument clé. Parce que étrangement, enfin ça a toujours été comme ça, il n'y a pas d'histoire commune si on ne sait pas quel est l'espace de référence. J'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas d'épanouissement de la culture et de dynamisme culturel s'il n'y a pas cette révolution, la seule qu'on doit faire, la révolution culturelle, c'est-à-dire celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tant que ça ne sera pas fait, la culture ne peut pas s'épanouir, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? No, absolutely. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, on ne peut pas avoir une révolution dans la culture si 50% de la population est ignorée. Mais ça n'est pas que l'évolution culturelle. Il n'y a pas d'évolution économique. On ne peut pas avoir d'état de droit si on bâillonne, si on ignore la moitié de la population. Mais
il y a quand même un malentendu qui persiste et qui concerne une grande partie du Moyen-Orient. Il y a des pays qui sont bien plus progressistes par rapport aux femmes que bien des pays d'Europe. Je vous donne un exemple. Aux Émirats arabes unis, toute société cotée en bourse... Non, non, vous plaisantez là. Non, 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 je plaisante pas. Non, attendez. Mais les femmes n'ont pas les mêmes droits quand... Non, non, mais je peux vous donner des chiffres. Il y a un parlement des jeunes aux Émirats. 56% des représentants sont des représentantes, sont des... Oui, mais attendez, rentrer chez elles, même quand une femme... Les femmes, dès la naissance, les filles dès la naissance n'ont pas les mêmes droits que les garçons, même avec ces lois-là. Non, mais regardez nos lois, elles ne sont pas si répressives que ça. Moi, je les ai lues. Non, dans ces pays musulmans, c'est partout pareil. Non, mais justement, vous généralisez là. Je crains que malheureusement la généralisation s'impose. Il y a peut-être d'heureuses exceptions, mais elles ne font que confirmer la règle. Non, mais je reviens à ce que je disais. La raison pour laquelle vous êtes mal informés, encore une fois, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est à cause de nous. Hein. Nous avons mal fait la communication et des clichés persistent, des malentendus persistent. Et ça, nous en sommes entièrement responsables. Alors, non, il y a des injustices, hein, mais c'est vrai dans d'autres régions du monde, hein, et pas que pour des histoires des droits des femmes. Il y a certes des problèmes chez nous aussi, je ne m'en cache pas. Mais la nature humaine veut qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de l'inconnu. Et vous avez peur des femmes parce que vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissiez, vous leur donneriez les droits. Vous seriez ravis de collaborer avec elles. Non, 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 mais ce débat est très sain. Ce débat est très sain. Et si je ne connaissais pas, si je ne comprenais pas les pages, je ne sourirais pas, là. C'est d'inviter Denise très, très vite. Là-bas. Vous invitez Denise pour qu'elle voit concrètement. Là-bas. Là où vous êtes. Oui ? La réponse est là. J'ai un nouveau métier, c'est agent de voyage. Ah non, 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 voilà, tu ne te couvres pas. Yeah, I don't think he's disagreeing with you. Non, je ne crois pas qu'il soit en désaccord avec vous. Non, ce qu'il est en train de dire, vous connaissez Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera. Alors, on parle de certaines choses. Il y a des choses dans la région qu'on ne connaît pas. Il y a des idées reçues. Et en Inde, on parle on dit que les Indiens ont des charmeurs de serpents et que les Français sont les rois du vin et du fromage. Ce qui, à propos, n'est pas entièrement faux. Mais il y a beaucoup à faire pour les artistes. L'artiste peut combler les écarts, jeter des ponts entre les cultures, entre les pays, et les mieux faire connaître par la culture, la littérature, mais même Facebook, faire comprendre, faire savoir au monde que les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. L'industrie du cinéma indienne en est un bel exemple, mais les choses peuvent se faire dès lors qu'on s'y met. Il ne faut pas oublier que le mouvement politique est quelque chose de très fort, et souvent, la politique dépasse la culture. Vous allez peut-être, si vous êtes un homme d'artiste, vous risquez de vous retrouver en tôle un peu. Donc, c'est un problème hein, lorsque vous êtes dans une société, disons, oppressive. La culture a du mal à s'exprimer. L'assistance, on va prendre 3 questions. Je vais prendre 3 questions. Oui. Oui, monsieur. Good evening. This was the stimulating... Bonsoir, cette discussion a été très stimulante. Moi, il y a 2 choses qui m'attristent. D'abord, chaque fois que je viens ici au Forum d'Avignon, je constate que la plupart des Français, et des Européens d'ailleurs, font l'équation entre la culture ou l'amélioration de la culture avec des subventions de l'État. La culture n'est pas comme la dette d'un pays. La culture, c'est un organisme vivant qui est porté par tout un ensemble de croyances, de patrimoine et d'évolution sociale à travers les siècles. Donc la culture ne peut pas simplement être ainsi submergée et ne survivra qu'à coup de subventions. Hein, dès lors que c'est l'État qui est là pour sponsoriser la culture, pour la maintenir,
il y a une façon de corrompre la notion même de culture. Et c'est vrai que depuis des années, les artistes européens, les militants disent, voilà, il faut de plus en plus d'intervention de l'État dans la culture sous forme de subventions. Mais ce n'est pas ce qu'a dit ce jeune homme au sujet de l'élaboration de nouvelles cultures. La vraie question est de qui va créer les nouvelles cultures. Ce seront les gens, ce seront les hommes et les femmes d'une société qui pourront faire réformer cette société. Toutes les évolutions, toutes les révolutions viennent au départ de la rue, viennent de l'homme, mais l'homme est porté par ses croyances, par ses traditions, par ce qui l'amuse, par ce qui l'informe. Et il est essentiel que nous, en tant qu'artistes que nous sommes, mais également en tant que praticiens de la culture, il est essentiel de comprendre le pouvoir qui est le nôtre, qui est de pouvoir justement subvertir la politique. Et je m'explique. Si nous ne pensons pas pouvoir tenir tête à la politique, nous serons constamment frustrés, nous serons constamment déçus. Et là, je crois que c'est un thème fondamental pour toute l'Europe. On n'a pas besoin d'aller quémander des subventions. L'une des raisons pour laquelle l'Inde a pu connaître cet essor culturel, cette culture populaire, folklorique, qui a survécu 5000 ans, c'est parce que justement, l'État n'y intervient pas sous forme de subventions. L'État est trop préoccupé par la gestion de la société en général, mais c'est la culture qui est porteuse d'espoir pour la société, pour l'homme de tous les jours. C'est la culture qui lui donne l'ambition, les moyens, les outils du changement. Donc parlons-en, voyons comment la culture elle-même peut être réformée de manière plus contemporaine afin d'être utilisée pour le changement socio-économique plutôt que de constamment se préoccuper de subventions. Revenons à mon pays, revenons à l'Inde. On parle de grandes métropoles. Bien sûr, on en a. Il y a une douzaine de villes qui ont plus de 15 millions d'habitants. Une douzaine de villes qui ont plus de 15 millions d'habitants. Ce sont les, que dis-je, 50 millions d'habitants. Monsieur Orsena, vous allez répondre. Je suis désolé de votre colère, d'autant plus qu'elle s'adresse à une opinion que je n'ai pas émise. Il y a eu des ministres qu'on appelait à tort... Attendez, s'il vous plaît. C'est pas vous que je visais. Il y a eu des ministres qu'on pouvait appeler des ministres de la propagande, mais cette époque est finie. Et d'autre part, l'Europe n'a pas le monopole des ministres de la propagande. Il y en a eu un peu partout, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas dit du tout les questions, ce que la culture, c'est des subventions. J'ai dit qu'il y a des règles du jeu à donner. Et que quand on parle du peuple, je m'inquiète. Parce que le peuple, c'est trop large. Et ça entraîne des raccourcis, des sortes de fausses conceptions. Si vous prenez une chaîne... Attendez, une seconde. Mais non, mais ne soyez pas en colère, monsieur, tout va bien. On est à Avignon, ça va, on va déjeuner ensemble, dîner ensemble, on va discuter, tout va bien, tout va bien. Pourquoi vous êtes tellement en colère ? Vous êtes en colère contre les subventions, mais j'ai rien contre les subventions. Pourquoi en colère? Pas du tout. Je veux dire qu'il y a ce que j'ai dit, le rôle du ministère de la Culture, et s'il y en a un, et la question des règles publiques, c'est qu'il y a certains domaines qui ne sont pas des domaines de marché. Voilà. Parce que là, il y a des coûts qui sont importants, et pourtant, ça doit avoir une place dans la cité. C'est tout. C'est tout, voilà. Mais ce n'est pas des subventions générales pour tout, évidemment. Mais c'est vrai que ce soit... que ce soit des subventions d'une très grande entreprise, ou des subventions publiques, franchement, je vois pas qui fait plus de propagande. Je vais donner la parole I think... Laissez-moi, je me suis mal fait comprendre. Ce que j'étais en train de dire, quand on parle de coupes budgétaires qui touchent la culture, ça n'est qu'une dimension de la chose. Je ne conteste pas ce que vous dites. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut aller au-delà de ces considérations de budget et de subventions. Je crois qu'on est tous d'accord. Ministre de la Culture de l'Afrique du Sud.
Thank you very much. Merci. Mesdames et messieurs les ordinateurs, il n'était pas prévu que je m'exprime. Enfin, au début, je devais parler ce soir, mais mon intervention sera demain. Mais quand même, ce que je peux dire maintenant, on parle de culture et de politique. La culture au sens large et la politique au sens large aussi. J'ai un pied dans les deux et je peux dire ceci. La politique, bien entendu, est influencée par la culture. La culture dit ce qu'est une société, un peuple, sa façon de vivre, et les choix sociopolitiques qui sont les siens. La culture, c'est l'âme d'une nation. La culture est le reflet et l'influence de tout ce que nous faisons. Alors, mais la politique, hélas, peut être utilisée de manière perverse en opprimant le peuple de manière culturelle, sur le plan culturel. Hein, c'est-à-dire que la politique est dévoyée, utilisée pour censurer des peuples, pour leur imposer des cultures étrangères. L'exemple de mon pays, l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, les Noirs ont été, au nom de la culture, opprimés, ils ont été refoulés, leur expression culturelle était en tout cas refoulée, réprimée. Et je crois que ce que nous devons faire, si nous sommes aux affaires, si nous sommes au pouvoir, c'est de nous servir de la culture pour renforcer, disons, l'état de droit, l'état démocratique, pour mieux défendre les droits de l'homme. C'est-à-dire que la culture peut jouer ce rôle constructif, positif, pour renforcer déjà les liens entre États-nations. La culture se trouve au sein d'un pays et entre pays. Il y a un pouvoir inhérent à la culture. La question est de savoir comment se servir de ce pouvoir pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Je m'exprimerai davantage demain. Alors, je crois que nous allons... Ah bon? Alors, il y a une autre question. Oui, monsieur. Le dernier, là. Ça, c'est la dernière question. Ouais. Puisque les gens veulent la culture gastronomique maintenant, je suppose. On va passer à ça. Je parlerai pas de culture gastronomique, même si ici, je crois que c'est le lieu par essence, ce palais des papes, où culture et politique et gastronomie se sont mariés pendant 3 ou 4 siècles. Donc juste qu'on en ait conscience. Je m'appelle Guillaume Clossat, je suis directeur de l'Union européenne de radio-télévision. Ce qui me frappe dans la période actuelle, c'est que nous sommes dans une mutation mondiale sans précédent. La précédente pour les Européens, c'est sans doute la période entre 1490 et 1520, quand l'équilibre du monde a changé en faveur de l'Europe. Quand on est dans une période comme ça, l'ensemble des populations perdent leurs référents. Et dans ces périodes, plus que jamais, on a besoin de sens commun, on a besoin de perspectives. Et dans ces périodes, les personnalités, les gens de culture ont une responsabilité plus particulière, qui est celle de se lier. Dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig parlait il y a exactement de 1913. Et il disait, ce qui est arrivé, la guerre mondiale qui est arrivée, nous devions l'éviter. Mais les intellectuels, mais les syndicalistes, mais les hommes politiques, mais les universitaires, dont nous pensions tous, ma génération, la jeunesse, qu'ils allaient s'organiser, coopérer, n'ont rien fait. Ils savaient tout, ils n'ont rien fait. Nous sommes exactement aujourd'hui dans la même situation en Europe, où l'on voit partout les populismes monter, partout les intellectuels crier au danger, partout les politiques insister sur la nécessité de réagir, et personne ne se met autour de la table pour ce faire. Je crois qu'un forum comme celui-ci doit être un forum de résurrection. Parce que s'il n'y a pas ce sens de la résurrection, c'est-à-dire de penser son avenir ensemble au-delà des nations, et il faut faire attention parce que en Europe, et moi je le vois dans les télévisions publiques, le pouvoir
pousse à ce qu'il y ait des productions nationales. Parce que les productions nationales doivent satisfaire les populations. Et c'est un cercle vicieux qui peut se mettre en œuvre. Alors que l'Europe, la spécificité européenne, c'était d'avoir une culture qui dépassait la nation. Une culture comme une évidence. Et je crois que le sujet, pour nous, aujourd'hui, gens de culture, gens d'engagement, c'est d'arriver à repenser notre universalité. Et la première chose, c'est de la repenser à l'échelle de l'Europe, parce que si nous ne savons pas le faire, nous ne serons pas influents. Et cette influence, nos amis qui se veulent progressistes, qui se veulent libérales, aux Émirats, à Sharjah, en Inde, ils en ont besoin, parce que nous sommes dans un écosystème mondial. Et donc, le sujet, c'est de se souvenir que la démocratie, elle vit dans un bassin qui est un bassin complexe. Que la démocratie française dépend de la démocratie allemande. Et que la démocratie, c'est une somme d'interactions extrêmement compliquées, qui comprend le politique, le culturel, mais qui comprend la responsabilité de chacun. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je ne vois pas comment chacun s'organise pour penser cette complexité dans un monde où de plus en plus de sujets sont mondiaux. Voilà, donc le défi il est là, et je serais heureux de savoir comment chacun d'entre vous le perçoit et s'apprête à y répondre. Merci. Alors, 1 minute chacun pour conclure. 1 minute, each of you, to conclude. Yes, Mr. Jafar. And I want to tell you something. Yes. When we were arguing, I love you too. Nothing was personal, because I think you're a gentleman and a very moderate man. And I'm... Excusez-moi, il n'y avait rien de personnel dans ces échanges. Vous êtes un vrai gentleman et vous savez parler avec civilité. Je vous remercie. Quelquefois, il y a eu des coupures de son et la traduction n'est pas arrivée jusqu'à mon casque. Mais je dirais ceci, pour quelqu'un qui a eu le plaisir de travailler avec des grands artistes comme Quincy Jones, je peux dire ceci. Quincy Jones lui-même m'a dit un exemple qui a tout son sens aujourd'hui. Il m'a dit, où que vous alliez dans le monde, il faut d'abord y aller pour connaître le pays. Même les lieux de la technologie, vous aurez peut-être une petite idée, mais il faut vraiment se rendre sur place pour absorber une culture, même avec Internet et tout ça. Il m'a donné 3 conseils. D'abord, manger leur cuisine, écouter leur musique et, de votre mieux, essayer d'apprendre 30 mots de leur langue. Allez dans un pays, imprégnez-vous de cela et cela vous donnera ne serait-ce qu'un aperçu de leur culture pour pouvoir vous en faire une idée. Alors, venez nous voir. Je sais que vous n'êtes pas encore allé chez nous. Venez nous voir aux Émirats. Dites-moi 30 mots. Quels mots? 30 mots de votre choix, dans votre langue. Parce que par la prononciation, le style, ça vous permet d'avoir un pied dans la culture. Alors écoutez, pour ma part, je dirais que cette séance était tout à fait intéressante. Moi, parlant d'Inde, j'ai l'impression que on s'intéresse souvent fort peu à ces questions. Le seul fait qu'il y ait un forum pour parler de cela, je crois que ce sera pour moi et pour mon pays une source d'inspiration pour que nous puissions nous engager dans cette réflexion, dans cette démarche, que la culture puisse être considérée comme un vecteur de changement. Les nouvelles technologies sont là pour nous permettre justement d'aller de l'avant. Je ne sais pas si on peut peut-être réafficher à l'écran les tweets que je vous avais présentés tout à l'heure. Mais la nouvelle génération communique par Si on peut remettre cette diapo avec les tweets, là, c'était une belle illustration. Enfin, si c'était possible, je ne sais pas si la technique est en mesure d'afficher les tweets. Bon, enfin, les gens savent se servir de cette technique et faire bouger les choses. Hein. Et c'est comme cela que, voilà, vous avez le premier tweet qui appuie notre démarche. Et je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. 1 minute. 2 millions. Alors, quand même, 2 million followers. Vous rendez compte? 2 millions. 2 millions. India never has a problem with people. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Hein. 2 millions, c'est pas grand-chose pour l'Inde. Et chaque jour, il y a 2 millions de personnes qui naissent chaque jour en Inde. C'est pas grand-chose. Respect, Monsieur Bhagat.
Non, je voulais juste dire, il y a une... Can you translate that for me, please? Yes. Can you just say it and the guy is going to speak it here? I don't recognize myself. I don't know why. Je ne me reconnais pas. Oui, juste, alors, cher Denise, puisque je pense que Nicolas... Mais qui c'est? Mais c'est toi là qu'on traîne. Oui, je veux pas traduire ça, moi. Moi, je traduis pas ça, là. Ça a l'air des fémènes, en plus. Ça a l'air d'une fémène en bas, là. It says stop tweeting. Okay, got it. Stop tweeting. Il y a une définition de la politique que j'aime, au fond, c'est celle que je préfère, c'est l'art du possible. Il y a le possible, donc on s'affronte au réel, toujours. Et c'est cette sorte de chevalerie de s'affronter au réel et aller plus loin. Et puis il y a l'art. Et dans l'art, il y a la culture. Donc s'il n'y a pas un minimum de culture dans cet affrontement au réel, eh bien le réel ne répond pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quel serait le rôle d'un ministère de la Culture? C'est à l'inverse, rendre l'art possible, qui, à son tour, permet à la politique d'influer sur le réel. Donc voilà, je suis prêt à faire un audit sur le ministère de la Culture qui aura encore moins d'écho que le rapport génial de M. Pierre Lescure, que je salue. Alors merci de votre attention. Ça a été un plaisir d'être devant vous.